Hello tout le monde, je vous retrouve rapidement dans cette introduction pour vous dire que dans la vidéo qui va suivre, le son est pas aussi bon que d'habitude parce que j'ai malencontreusement, pour être poli, effacé les fichiers son des 2 micros externes qu'il y a dans la vidéo, donc voilà, j'ai fait une bêtise, je les ai effacés par erreur. Et d'habitude quand ce genre de truc m'arrive, je refilme les vidéos, mais là vu que j'étais avec une invitée, eh bien j'ai pas pu refilmer la vidéo. Donc le son que vous entendez dans la vidéo, c'est le son de la caméra. Donc c'est un son qui est un peu de moins bonne qualité que ce que j'ai d'habitude. Ça nous remettra dans les vieux souvenirs, à l'époque où j'avais pas de micro, il y a 1 an ou 2 en arrière. Donc voilà, la qualité n'est pas non plus horrible, mais je voulais quand même vous prévenir. Vous entendrez juste un petit peu la mise au point se faire avec l'appareil. Voilà, même si j'ai un objectif silencieux, on l'entend quand même un chouïa. Voilà, c'est tout. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc comme vous pouvez voir, je ne suis pas toute seule, je suis avec Héloïse. Ouais. Aujourd'hui Héloïse elle est là pour nous parler de son expérience avec le burn-out. Ouais. Et je veux bien que tu te présentes un petit peu. Alors moi je m'appelle Héloïse et j'ai une chaîne qui s'appelle Kiddy Fun et c'est une chaîne pour les enfants, une chaîne pour la famille en général avec des recettes, des tutos, des histoires et des chansons. Tu t'es pas retrouvée à faire cette chaîne tout de suite, enfin je veux dire, t'as un parcours quand même compliqué, tu t'es pas dit tiens j'aime chanter, j'aime faire de la musique, j'aime les enfants, je vais commencer cette chaîne, ça s'est pas passé tout à fait comme ça, donc je veux que tu me racontes un petit peu comment tu es arrivée jusque là. Ouais. Alors de base j'ai une formation universitaire, j'ai fait un bac+5 en économie et en politique. Ouais, ok. Donc voilà, grand écart. Ah mais on est beaucoup là. Voilà, ouais. Et après ma formation universitaire, j'ai voulu travailler tout de suite parce que voilà, c'était dans l'ordre des choses. On a son diplôme, il faut travailler. Donc voilà, j'ai voulu travailler tout de suite. J'ai passé plusieurs entretiens d'embauche et j'ai été embauchée dans une compagnie orientée commerce. Et donc j'étais dans le service d'administration des ventes. Donc je faisais beaucoup d'administratif, donc c'est un peu contre-créatif, je trouve. C'est anti-créatif. Tu voilà, es créateur de gars. C'est ça, c'est ça. Mais bon, voilà, c'était nouveau, il y avait des choses à apprendre. C'est un univers que je ne connaissais pas, l'univers de l'entreprise. Donc voilà. Et au bout de 3 ans, malheureusement, je veux dire malheureusement pour l'instant, je me suis retrouvée en situation de burn-out. Voilà. Donc ça s'est pas fait d'un seul coup, d'un seul. Comment tu as su que tu étais en burn-out? Enfin, genre, t'as mis les mots dessus tout de suite ou enfin, comment... Non, en fait, j'ai pas mis les mots. C'est un mot tabou un peu, le burn-out. Ouais. Oui, c'est un mot surtout dans un contexte médical, quoi. Ça fait très maladie, quelque part. On met un mot, on met une maladie sur un état. C'est le cas. Voilà. Oui. En fait, j'ai su que j'étais en situation de burn-out à partir du moment où j'ai été consultée. Voilà. Et pourquoi j'ai été consultée? Parce que un jour, j'ai eu de très très gros maux de ventre, de très très gros maux de ventre, et j'étais pas bien du tout. Et ça s'est joué en 10 minutes en fait, en l'espace de 10 minutes. Je suis passée d'un état où j'allais bien à un état où j'avais très très mal, et j'ai eu le temps de le dire à ma responsable. Et à partir du moment où je lui ai dit que j'avais mal et que j'allais pas bien, j'ai commencé à faire une crise de spasmophilie. Alors, je sais pas du tout à quoi ça ressemble. Alors voilà. Spasme, j'imagine. Ouais, en fait, c'est physique. Je me suis mise à trembler. On m'a allongée par terre parce que j'avais très mal et que je commençais avec la douleur à avoir des spasmes. Donc on m'a allongée par terre. Et donc à partir de ce moment-là, position latérale de sécurité. Et puis je me suis retrouvée dans un état vraiment pathétique à ce moment-là, où je n'étais vraiment... T'étais dans ta boîte? Ah, j'étais dans ma boîte, okay. Ouais, je me suis retrouvée par terre, voilà, pour éviter de partir dans trop les détails. Je bavais partout, super glamour, quoi. Comme j'aimais mon équipe et qu'on était tous très, très soudés, y avait le côté... maman avec ma responsable qui était plus âgée et du coup qui a eu peur aussi, parce que moi j'avais peur, je savais pas ce qui se passait. Donc il y avait le côté même des personnes avec qui j'étais un peu moins proche, directement qui naturellement sont venues vers moi et qui ont joué leur rôle de secouriste avant d'être en situation de craquage, parce que là c'était le stade ultime, c'est-à-dire que c'est le corps qui a littéralement craqué, qui a lâché.
y a eu des prémices, c'est pas arrivé du jour au lendemain. Je veux dire que c'est un long processus. Je l'ai réalisé après coup, parce que quand j'ai été consulter mon médecin traitant et que je lui ai expliqué avoir fait cette crise, on a pris bien le temps de discuter de mes conditions de travail, de mon état d'esprit, de comment je me sentais. Voilà, et en fait, j'ai réalisé que c'était pas apparu d'un coup d'un seul, que c'était le fruit d'un long processus dans ma vie professionnelle durant ces 3 années, quoi. Ce qui s'est passé, c'est que comme j'avais un travail très orienté administration, au cours d'un entretien annuel, on m'a demandé voilà, ce que je pensais de mon travail, comment ça se passait pour moi, et j'ai évoqué le fait que c'était pas assez créatif pour moi, que j'avais envie de créer et de vraiment avoir l'impression de participer à la construction de quelque chose. Du coup, après cet entretien annuel, on m'a parlé de la construction d'un service internet avec la construction d'un site web pour vendre de la marchandise. Et donc c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Donc j'avais envie d'aller toucher à ça, et en plus c'était proposé avec beaucoup de comment je pourrais dire ça m'était proposé tout naturellement. Voilà, c'était pas, on m'imposait pas une charge de travail supplémentaire, on me proposait de participer à la création d'un nouveau service. Et du coup, c'était en plus de ta tâche déjà actuelle, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de... Enfin, je ne déléguais pas ma tâche initiale pour reprendre une autre, j'avais les 2 casquettes. Et du coup, de base, avec beaucoup de... En plus, comme tu avais envie de le faire, c'est ça. C'est ça, tu as envie, donc tu y vas, et puis tu te dis, ouais, j'ai envie de le faire, quoi. Enfin... Et tu t'es pas rendu compte physiquement que tu étais de plus en plus fatiguée? Enfin, je sais pas, j'imagine que c'est progressif quand même. La fatigue au début, ça va, puis après, ça cumule. En fait, c'est l'accumulation de plein de petites choses. Il n'y a pas que le travail, il y a aussi les conditions de transport pour aller à ce travail, qui sont pas forcément tout le temps faciles, et qui sont plus ou moins longues. Moi, j'habitais en banlieue et je travaillais sur Paris. Et j'avais parfois des 2 heures, voilà, comme beaucoup de gens. J'avais parfois 2 heures de train aller, 2 heures de train retour, avec beaucoup d'embûches sur le chemin. Donc, ça commençait à peser. Et puis, comme c'était la construction d'un nouveau service, avec plein de choses à créer, j'avais envie vraiment que ça avance. Donc, finalement, la dose de travail, on a envie de la battre. On est plein de bonne volonté. Mais finalement, on commence à ne plus respecter sa vie personnelle. On commence à faire des extras à la maison, sans forcément en tenir rigueur à l'entreprise, parce que nous-mêmes, on a envie que ça avance, tu vois. Oui, c'est toi qui le fais, en fait. L'entreprise ne l'a pas demandé à un moment donné. Non, c'est ça. C'est juste que, bon, voilà, il y a des impératifs, il faut que ça avance, et tu as envie de participer à ça, donc tu le fais. Finalement, en plus d'abattre du travail supplémentaire à la maison ou les week-ends, et finalement, la nuit, le cerveau ne se met pas en veille. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le cerveau tourne, mais pour rien. Parce que c'est pas constructif, dans le sens où on ne pense pas réellement à des choses qui vont faire avancer le schmilblick. Mais le cerveau tourne parce qu'il a eu l'habitude toute la journée de tourner à fond, enfin, tu vois. Et du coup, c'est assez compliqué de gérer ça. Donc après, il y a une fatigue physique qui s'installe. Et du coup, comment ça s'est passé à partir du moment où tu as eu ce jour où tu as fait ce malaise Alors en fait, à partir du moment où j'ai fait ce malaise, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas été arrêtée tout de suite. En fait, comme j'ai fait ce malaise à l'intérieur de mon bureau avec mes collègues et que j'avais beaucoup de temps de transport, on m'a demandé de rester. Parce qu'ils avaient peur que je prenne les transports et que ça se passe mal. Donc ça, je comprends. Et du coup, je suis restée, j'ai dormi chez une de mes collègues. Et le lendemain matin, je me suis retrouvée au bureau. Voilà. Et en fait, c'est quand je me suis retrouvée au bureau et que je me suis dit, je dois pas être là. C'est pas logique qu'après un événement comme ça, je sois au travail. Du coup, en fait, t'as vu aucun médecin entre les deux ce jour-là non. Le lendemain, de toute façon, quand je suis arrivée au travail, j'étais vidée encore, j'étais pas encore remise. Et c'est le fait de me retrouver face à mon PC, je me suis dit non, après un épisode pareil, je peux pas rester au travail, il faut que je comprenne ce qui s'est passé. Et du coup, le médecin, qu'est-ce qu'il t'a dit? Je suis allée le voir, je lui ai parlé de tous les symptômes que j'avais eus, on a pris le temps de parler, et en fait, il a pris la décision de m'arrêter pendant 2 semaines. Voilà, donc c'est un arrêt assez long. Et donc, il m'a dit, pendant ce temps-là, tu réfléchis.
C'est-à-dire que tu prends le temps de comprendre pourquoi tu as subi un tel choc, en fait. Qu'est-ce qui fait que dans ta vie, ton corps te dit stop. Voilà. Et du coup, pendant 2 semaines, j'ai broyé du noir dans le sens où j'allais pas bien. Jusque-là, j'avais été tout le temps à fond. Pourquoi t'allais pas bien? Tu pensais à quoi? Déjà, je me sentais coupable de pas forcément être au travail parce que j'aimais mon équipe et que on travaillait beaucoup en flux tendu et je savais que j'étais pas là et que du coup ma charge de travail était reportée sur quelqu'un d'autre et du coup il y a ce côté où on se sent un peu coupable de laisser l'équipe toute seule. Donc j'ai pris le temps pendant ces 2 semaines de faire la liste du pour et du contre. Qu'est-ce que j'aimais dans mon travail, qu'est-ce que j'aimais pas, qu'est-ce qui me pesait, voilà, les pour et les contre. Ce qui en a émergé, c'est que j'avais pas pris assez de temps pour moi, pour ce que j'aimais dans la vie. Voilà, j'avais choisi un travail qui correspondait pas forcément à ce que j'étais. On n'a pas toujours le choix, malheureusement, on n'a pas toujours le choix de faire ce qu'on veut, mais de là à délaisser complètement qui on est et ses aspirations, c'est difficile. Parce que je sais que pendant cette période, je faisais beaucoup de danse classique avant, et pendant cette période-là, je n'avais pas le temps de danser, je ne pouvais pas faire de musique, je ne pouvais pas chanter, tout ce qui me plaisait dans la vie, quoi. Et du coup, je pense que ça aussi, ça joue beaucoup sur le fait qu'un jour, ton corps craque et te dit stop, quoi. Déjà, j'ai bien compris que ça allait être difficile de faire évoluer les choses dans cette société. Pour tout ce qui me pesait, voilà, je me suis dit, bon, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Dans le sens où il y a un fonctionnement interne à l'entreprise. Les choses doivent être faites et de telle manière. Voilà, peut-être que j'avais pas le profil, tout simplement, pour ce genre de poste. Je comprends complètement. Voilà, tu vois. Donc, par la suite, quand je suis retournée au travail, il y a eu une petite réaction dans le sens où on m'a reproché un peu d'avoir été malade. Moi, j'étais dans une petite entreprise où on a beau te répéter que personne n'est irremplaçable. Finalement, quand quelqu'un n'est pas là, c'est un gros poids pour l'entreprise. Et du coup, c'est une réaction que je comprends dans le sens où le chef d'entreprise qui a ses impératifs se retrouve en situation de difficulté. Par contre, pour ma part, le côté humain, c'est-à-dire, moi je me suis dit, bon d'accord, tu as tes priorités et tes soucis de chef d'entreprise. Par contre, tu ne peux pas me reprocher d'avoir été malade. Et c'est là où je me suis dit, je ne peux pas continuer. Ça ne colle pas. Ça peut être très progressif et qu'on ne se rend pas compte qu'on est dans une situation de trop plein et qu'on va tomber malade ou qu'on est en train de tomber malade. C'est que par exemple, quand on discute avec des amis, avec ses proches et qu'on discute du travail et qu'on se rend compte que finalement on a tous la même charge de travail et le même quotidien, ça fait partie de notre paysage commun. Donc on se dit c'est normal. C'est normal d'être sous pression et d'être en inconfort parfois au travail et de plus en plus souvent parce qu'autour de soi, tout le monde a un poste qui a ce genre de caractéristiques. Voilà. Enfin, en tout cas, c'était mon cas. Autour de moi, j'avais pas mal d'amis qui subissaient les mêmes choses et qui faisaient avec. Sauf qu'après, c'est là qu'on se dit... en fait, ça dépend de notre personnalité. Est-ce que de base, est-ce qu'on est très carriériste? Est-ce que on est très challenger au travail? Est-ce que notre travail nous plaît? Parce que c'est pareil, si c'est un travail de passion, on va pouvoir accepter beaucoup plus de choses, beaucoup plus de charges de travail qu'un travail sur lequel, qui est purement alimentaire ou qui ne nous transcende pas. Tu vois. Donc je me suis posé la question et surtout quand on ne comprend pas pourquoi on devient irritable, pourquoi on est fatigué, pourquoi on ne supporte plus les choses, on sait pas encore je ne savais pas encore que j'étais en situation de burn-out, mais je me suis posé ces questions-là à ce moment-là. D'accord. Et du coup, avec le recul maintenant, est-ce que tu saurais mettre le doigt sur pourquoi toi tu as fait un burn-out et pourquoi les autres personnes autour de toi qui ont la même situation n'ont pas tous fait des burn-out? Tu sais ou tu m'as dit, t'as répondu un petit peu en disant qu'il y avait une histoire de personnalité, mais est-ce que... En fait, moi je sais que j'ai laissé de la place, j'ai laissé entrer le burn-out
J'avais commencé à en t'en parler toutes les deux. En fait, j'ai perdu ma maman quand j'avais 20 ans. Et j'allais pas bien du tout, c'est normal. Et en fait, mon refuge a été de me réfugier dans le travail. De me réfugier dans le travail. Et du coup, j'ai accepté déjà à l'université une grosse dose de travail. Donc, c'est-à-dire que j'allais passer mon temps dans les bouquins, dans les rendus. Donc, voilà, c'est devenu mon refuge. Et du coup, je me suis formatée à travailler et à être pressée comme un citron, à être fatiguée tout le temps. Donc, c'est vrai que je m'étais mis dans ce mode. Ça m'a aidé un certain temps suite à la perte de ma maman parce que j'avais besoin de me réfugier quelque part. Et le travail, ça m'emmenait l'esprit ailleurs. Mais c'est vrai que par la suite, j'ai gardé ces mécanismes. Il fallait que je sois dans le perfectionnement, que je sois dans l'hyper-investissement. Et c'est pas forcément quelque chose qui, à long terme, pour un travail qui n'était pas une passion, m'a forcément servi. Le moment où tu as réalisé, c'est quand en gros on t'a reproché, même si t'es pas volontaire de la part de tes collègues, mais en gros on t'a reproché d'avoir été malade, d'avoir été en arrêt. Et là, ça a été le déclic pour toi. Et du coup, après, comment ça s'est passé? Alors après, comment ça s'est passé, j'en ai parlé avec mon patron en fait. Je lui ai expliqué que voilà, au vu de ce qu'il prévoyait pour mon poste et de mes envies, ça ne collait plus. Et du coup, je lui ai demandé si c'était possible d'avoir une rupture conventionnelle en fait. D'accord. Voilà. Et il a accepté la rupture conventionnelle? Oui, il a accepté. Une fois que tu as eu ta rupture conventionnelle, comment ça s'est passé? Alors c'était pas évident. À ce moment-là. Non, c'était pas évident. Autour de moi, il n'y avait pas forcément des cas de personnes qui avaient fait des reconversions professionnelles dans ce qu'elles aimaient. Du coup, je me disais, oulala, je suis peut-être un extraterrestre. Donc. Peut-être, mais en tout cas, on est beaucoup d'extraterrestres. On a été livrés en même temps sur la planète. Ils ont fait un package. On s'est retrouvés. T'as la cigogne de l'espace qui a déposé, je sais pas, ça devait être dans les années 80-90. Hein. Ouais, oui, c'est ça. Mais j'ai la chance d'avoir un papa qui, depuis que je suis très jeune, voilà, je fais du chant, je fais de la danse et j'adore ça. Et mon papa est très orienté artistique. Il ne l'a pas fait lui-même, il n'est pas chanteur, il n'est pas musicien, mais il a un grand attrait pour tout ce milieu-là. Et ça a été le premier à me dire, mais prends le temps, tu voudrais pas faire un stage de chant, tu voudrais pas aller voir là-bas ce qui se fait entre musiciens. Et donc au début, c'est là où la confiance en soi est à travailler, c'est qu'on se sent pas légitime. On dit oui, mais je suis pas... Voilà. Avec des gens qui se reconvertissent je fais des ateliers, comme vous le savez, et en ce moment je travaille avec des gens qui passent d'un état de salarié à créer leur entreprise en tant qu'auto-entrepreneur. Et c'est ça tout le temps, mais je suis pas légitime. Mais tu fais ça depuis 10 ans en tant qu'amateur, mais au bout de 10 ans en tant qu'amateur, en fait, t'es professionnel. C'est ça. C'est ça. Et du coup, j'ai commencé à me dire, bon, bah, déjà, on va aller faire un stage de quelques jours. On va se retrouver devant une trentaine de personnes. Il va falloir chanter, il va falloir prendre la parole, il va falloir laisser ses peurs de côté. Ensuite, après, bien sûr, il y a toute une réflexion à avoir sur... voilà, la musique c'est large et aujourd'hui en tant que musicien c'est dur d'exister. Donc comment on existe, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a envie de montrer, qu'est-ce qu'on a envie de partager. Et donc là il y a un long processus de créateur d'entreprise en fait, à mettre en place, mais c'est une partie passionnante. Alors dans quel milieu je pourrais me montrer en tant que femme-enfant quelque part, donc qu'est-ce qui s'impose? Pour moi ça a été le milieu pour enfants. Je me suis dit mais c'est super parce qu'en plus je m'entends bien avec les enfants, j'ai ce côté un peu femme-enfant, je rigole tout le temps, j'ai envie de faire des blagues, de rigoler, et en plus musicalement on avait envie d'écrire avec mon compagnon des chansons pour les enfants. On a commencé à le faire juste pour nous et en fait il s'est trouvé que je me suis dit non mais c'est super cool quoi, il y a vraiment un message positif à transmettre et du coup hop c'est parti. Ouais, elle va pas le dire parce que va pas vanter son travail, mais en fait j'ai écouté un petit peu ses chansons tout à l'heure et c'est vraiment cool parce qu'en fait il y a une... Alors moi j'ai pas d'enfants et tout donc je me rends pas compte à quel point ça marche avec les enfants, mais toi t'as l'air de dire que ça se passe bien sur la chaîne, les gens sont super contents et tout, mais les chansons que tu fais avec ton compagnon c'est pas des chansons, vous savez les chansons pour enfants hyper...
je sais pas, musicalement les chansons pour enfants c'est toujours un peu les mêmes sons, c'est toujours un peu j'ai pas le terme, mais un peu facile quoi. Enfin, c'est un peu facile, un peu bébé. Un peu bébé, part, ouais, voilà. Et là il y a un côté où t'as, en tout cas celle que tu m'as fait écouter tout à l'heure, j'aime beaucoup parce que t'as un côté très c'est une musique finalement d'adulte entre guillemets. Et les paroles, elles sont effectivement une histoire pour les enfants avec une morale à la fin. Mais même dans la façon dont l'histoire est racontée, tu prends pas les gamins pour des débiles. En fait, voilà, je crois que c'est ça. Oui. Je crois que c'est ça, moi, qui me touche. C'est que tu prends pas les enfants pour des débiles. Alors après, ça veut pas dire que tu leur parles de trucs qui sont pas à leur hauteur. Non. Mais tu les prends pas pour des imbéciles dans la façon dont tu t'adresses à eux. Et même dans les vidéos, je trouve que tu t'adresses pas aux enfants comme s'ils avaient comme s'ils avaient 5 ans, non mais même s'ils ont 5 ans, tu t'adresses pas à eux comme s'ils étaient complètement idiots en fait. C'était notre volonté en tant que musicien, on aime la musique et du coup musicalement déjà, de par la composition musicale, on avait envie de faire un travail de musicien. Et c'est super original, moi j'ai jamais entendu ça nulle part ailleurs, enfin sincèrement, je te dis ça, j'ai jamais entendu ce genre de choses. Et du coup vous avez eu l'idée de lancer la chaîne comment? En fait ce qui s'est passé c'est que déjà petite j'écoutais beaucoup de chanteuses pour enfants, à ce moment-là il y avait tous les programmes télé avec Dorothée, les Minicums, la même génération. Voilà. la cigogne de l'espace. Et du coup, c'est vrai que c'était des contenus où moi, ce que j'aimais, c'était que c'était musical et qu'en plus, c'était adapté pour moi. Et c'est vrai que j'adorais tout cet univers avec tous ces marionnettes, mais très réalistes, personnages, avec cette chanteuse qui parle à la fois de sa valise et de ses chaussettes. Enfin voilà, mais j'ai adoré tout cet univers. Donc quelque part, c'est quelque chose que j'ai rencontré depuis toute petite. Et que j'ai pas retrouvé ces dernières années, c'est quelque chose qui je me dis ça manque, mais bon après est-ce que c'est mon souvenir d'enfant qui parle, je ne sais pas. Mais du coup il y avait déjà ce bagage et en fait l'idée est venue, on a un ami qui a une petite fille et pendant qu'on était ensemble, qu'on discutait, elle était sur la tablette. Et elle y est restée 5-10 minutes et en fait je l'ai vu faire et je me suis dit mais elle est complètement à l'aise sur ce genre d'outils, ça m'a étonnée déjà, je me suis dit mais c'est impressionnant déjà avec quelle dextérité elle utilise cet outil et avec quel intérêt elle a à être dessus quoi. Et du coup je me suis intéressée à ce qu'elle regardait et là j'ai découvert des choses comme l'unboxing, l'ouverture de jouets Kinder. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Enfin, j'ai jamais vu ça. Et au début, je me suis dit, mais c'est n'importe quoi. Et en fait, j'ai vu que cette personne faisait plus de vues que Beyoncé. Tu vois, The Kinder, Beyoncé. C'est dingue qu'avec une ouverture d'œuf Kinder, cette personne a réussi à capter les enfants. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait proposer pour les enfants de manière créative, avec notre univers et notre expérience en tant que musicien, et moi j'adore créer des choses avec mes mains. Qu'est-ce qu'on pourrait leur proposer de manière à ce que ce soit constructif aussi, ça leur apporte quelque chose, quelque chose et que surtout ils aient l'envie de faire autre chose que de rester devant la tablette, parce que l'idée de leur proposer des recettes, des tutos, des chansons, les chansons c'est sûr que voilà, c'est pour apprendre une petite chanson, chanter la chanson, mais les tutos et les recettes c'est l'idée, j'ai envie de créer moi aussi avec mes mains, j'arrête la tablette et je fais ma création. Donc c'est quelque chose qui nous plaisait bien et puis à partir de là on a essayé de monter tout un petit univers. Il y a beaucoup de travail maintenant quand c'est fait avec passion et qu'on fait ce qu'on aime, c'est quand même un gros privilège quoi. Je sais que c'est pas toujours évident, on peut pas toujours travailler, faire des jobs, avoir une fonction par passion. Maintenant le conseil que je donnerais c'est essayer de, même quand on n'a pas le job de rêve, qu'on n'a pas le job dont on a toujours rêvé, ce serait d'essayer d'identifier tout ce qui nous pèse, tout ce qui nous irrite, les petits problèmes dans l'organisation de son temps de travail, s'il y a des choses qu'on pourrait faire autrement, ne pas hésiter à en parler en fait.
Parce qu'il y a des solutions qui existent et qui peuvent être faites en interne d'une entreprise et qui font que la charge de travail est beaucoup plus tolérable et acceptable parce que mieux organisée. Et puis c'est vrai que le fait de pouvoir mettre des limites ou de pouvoir s'exprimer sur le fait que bah là ça nous pèse, au moins c'est des petites alarmes qui font que le côté humain est là. En fait on peut dire non bah là je me sens pas bien parce que ceci, cela, et vraiment en parler de manière à ce que les choses évoluent, parce que voilà, le travail par passion c'est pas toujours évident. Voilà. C'est pas forcément évident à mettre en place en pratique. C'est ça. Bon, moi, je fais partie de l'école qui pense que c'est possible pour tout le monde, mais je sais très bien que vous n'êtes pas tous d'accord avec ça. Et je le comprends tout à fait, mais moi je pense que c'est possible pour tout le monde, c'est juste que c'est pas, ça veut pas dire que c'est facile et applicable de suite pour tout le monde. Non, c'est sûr. Ça veut juste dire qu'il faut y réfléchir, il faut creuser la question. Je pense que c'est possible pour tout le monde, mais qu'il existe une solution pour tout le monde pour faire quelque chose qui leur plaît et qui les passionne absolument. C'est juste que c'est une recherche et que ça prend du temps et que parfois, quand on est dans une situation qui est douloureuse, on a besoin d'une solution tout de suite. On a besoin que ça aille mieux maintenant parce que de toute façon, si ça va pas mieux maintenant, on peut même pas réfléchir à comment ça pourrait aller mieux dans 6 mois. Oui, c'est sûr. Et du coup, c'est bien que tu donnes des conseils justement sur comment faire. Et moi, je rajouterais du coup de ce que tu nous disais tout à l'heure, c'est de réussir à avoir aussi du temps de cerveau disponible pour faire autre chose que son boulot. C'est-à-dire trouver un moyen de décompresser, quoi. Si on a envie, par exemple, de développer une activité qui rejoindrait nos centres d'intérêt, peut-être allouer ce temps aussi pour soi, se dire bah voilà, j'aimerais faire ça, par quel biais je peux y accéder. Commencer à germer des idées et se rendre compte qu'il y a des choses qui sont possibles parce qu'on se met beaucoup de freins. On se dit que bah non, ça c'est pas possible, je suis trop vieux pour faire ça, non, ça c'est pas possible, c'est pas pour moi, j'ai pas telle qualification. Il y a des choses à faire, il y a la possibilité d'avoir des formations, on peut apprendre. On peut apprendre beaucoup de choses tout seul maintenant. Avec Internet, il y a quand même beaucoup de possibilités. C'est ça. Donc on peut maintenir son activité, comme tu disais, résoudre les choses qu'il y a à résoudre et essayer de cheminer petit à petit vers ce qu'on aime. Au moment où tu as dit, où tu t'es présenté, que tu as commencé la vidéo, tu t'es dit j'ai eu la malchance, je sais plus comment tu l'as formulé, mais tu l'as formulé de manière négative, d'avoir eu ce burn-out. Et je sais qu'aujourd'hui, c'est pas ce que t'en penses pas du mal de ce burn-out. Et j'aimerais bien que tu nous en parles. Pour les personnes en plus qui sont dedans maintenant, ça va leur faire du bien de savoir que déjà on peut en sortir et puis qu'après on en fait quelque chose de positif. J'ai dit malheureusement pour l'instant. Je dis malheureusement pour l'instant parce que finalement j'en ressors grandi parce que ça s'est imposé à moi. J'ai été obligée de me poser et de réfléchir sur pourquoi c'est arrivé en fait. Pourquoi j'ai laissé arriver. La prochaine étape, quoi. Voilà, quelle est la prochaine étape, comment je fais pour ne pas que ça recommence, qu'est-ce qui a fait que c'est arrivé et comment je veux que les choses évoluent. C'est un moment qui m'a permis de me poser sur de faire le point, quoi. Mais du coup, si nous, en tant qu'individus, à l'âge adulte, on s'aperçoit que le système ne nous correspond pas, ce qui est génial, c'est qu'on vit quand même dans une époque où il est possible de créer d'autres choses et de faire autrement. Et c'est possible. Et vraiment, je sais qu'on nous dit beaucoup, mais non, c'est impossible, mais non, je ne peux pas, mais l'argent, mais les compétences, puis je suis pas légitime. C'est pas vrai. Vraiment, c'est possible. Ça veut pas dire qu'il faut du jour au lendemain quitter son boulot et se lancer dans le vide. Ça veut dire qu'il faut réfléchir, il faut chercher, il faut prendre le temps que tu as pris à te poser, déjà à te remettre en santé si tu es en mauvaise santé à ce moment-là, et après réfléchir à une solution. Mais des solutions, elles existent et que c'est légitime d'avoir besoin de faire quelque chose qui nous épanouisse. C'est légitime d'avoir besoin de faire quelque chose qui a du sens pour nous. Et quand on voit le temps qu'on passe au travail, cette situation-là, ne vous culpabilisez pas, dites-vous que en fait, peut-être qu'il vous faut juste autre chose. Et que c'est pas qu'il y a un problème avec l'entreprise, c'est pas qu'il y a un problème avec le système, et c'est pas non plus qu'il y a un problème avec vous. C'est juste que il est tout à fait possible que ce soit pas compatible avec votre personnalité. Et c'est le temps de l'acceptation, en fait. Donc c'est ce qui prend du temps, et voilà. Donc en tout cas, merci. Je trouve que je me sens toujours très privilégiée de pouvoir accueillir ce genre de témoignages sur la chaîne, et je pense que ça a beaucoup de valeur, donc merci beaucoup. J'espère que ça va aider les personnes qui traversent cette situation, qui l'ont vécue ou qui sont en train de la vivre, parce que c'est important de pouvoir aussi partager ce genre de choses, même si c'est des choses qui sont un peu moins rigolotes, mais si ça peut aider, c'est le principal. Voilà. Merci beaucoup, et puis je vous dis à tous à très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt.